Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, j'ai une petite annonce à faire. Je vais essayer de rester brève. Voilà, mon premier livre sera publié dans un petit peu moins de 3 semaines chez Robert Laffont. Il s'appelle La malédiction du Cecil Hotel et il sortira le 21 avril prochain et les précommandes sont déjà disponibles sur internet. Je suis super excitée, j'ai trop hâte que vous le découvriez. Je l'ai pas encore physiquement donc je ne peux pas vous le montrer, mais dès que possible je vous en parlerai un petit peu plus en détail. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux et en particulier sur Instagram parce que c'est là-bas que je communique le plus et que vous serez avertis de toute l'actualité on va dire autour de mes différents projets. Allez, maintenant que cette petite annonce est passée, parlons du sujet de la vidéo d'aujourd'hui. J'avais envie de revenir à un classique cas de tueur en série très cliché, comme vous allez le voir, mais quand même qui a ses petites subtilités, ses petites spécificités. Je crois pas que ce soit un cas très connu par contre, vous l'avez peut-être remarqué d'ailleurs, je passe mon temps à alterner entre des affaires qui sont vraiment très célèbres et des cas qui sont un petit peu plus niches on va dire pour essayer de contenter tout le monde. Mais malgré ça il y a quand même toujours des grognons donc j'espère que ce sujet vous plaira. Je vous en dis pas plus, je préfère vous laisser découvrir le reste alors comme d'habitude j'espère que vous êtes installés bien confortablement, que vous avez éteint vos lumières et dès que vous êtes prêts c'est parti. Nous sommes au début des années 2000 dans la ville de Woonsocket dans l'état de Rhode Island aux États-Unis. Cette ville, elle a plusieurs particularités. D'abord, elle se définit elle-même comme la ville la plus française des États-Unis. Parce qu'il y a là-bas une énorme communauté d'origine québécoise. Alors ça, c'est pour l'anecdote un petit peu fun. Mais d'un autre côté, c'est aussi une ville et un endroit qui est assez touché par des problèmes de drogue et puis aussi des agressions et ou des disparitions de travailleuses du sexe. Bref, comme vous le voyez, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Ça fait depuis le courant des années 90 que, de temps en temps, une prostituée de Woonsocket se volatilise sans qu'on en retrouve la moindre trace. Les policiers enquêtent comme ils peuvent, mais malheureusement, les investigations ne donnent rien de bien concluant et surtout, il semble qu'à chaque fois, il s'agisse en fait d'affaires isolées et qu'il n'y a pas de lien entre les différentes disparitions à établir. Mais à l'été 2004, des soupçons s'éveillent parce que, en l'espace d'1 an et demi, 3 prostituées se sont mystérieusement volatilisées. Et cette fois-ci, les enquêteurs pensent qu'il existe potentiellement un lien entre ces 3 dossiers. Tout a visiblement commencé le 9 février 2003 lorsque Audrey Harris, 33 ans, disparaît. La dernière personne à avoir eu un contact avec la jeune femme, c'est sa mère, qu'elle a eu au téléphone et qu'elle devait voir un petit peu plus tard. D'ailleurs, dans cet échange, Audrey, elle a affirmé à sa mère qu'elle voulait entreprendre une cure de désintoxication. Mais après cet appel, plus personne ne l'a vue. Le 2 mars suivant, Jane Smith monte dans la voiture d'un client qu'elle ne connaît pas. Elle est agressée et poignardée par cet homme, mais parvient à s'enfuir et elle va pouvoir décrire son agresseur comme un homme qui est blond, plutôt baraqué. Malheureusement, les policiers ne parviennent pas à récolter le moindre élément matériel et l'enquête ne peut pas aller plus loin. Et puis, peu de temps plus tard, il y a une autre prostituée qui est elle aussi agressée. Elle s'appelle Christine Dumont, elle a 42 ans et elle est frappée par un homme à plusieurs reprises avec un tuyau en métal.
Sa description correspond vraiment au même individu que celui qui a été décrit par Smith précédemment, mais elle va pouvoir apporter un élément bien plus intéressant. En fait, elle se souvient que juste avant son agression, son client s'est arrêté à un distributeur automatique et qu'il a retiré un montant de 100 $. Les enquêteurs visionnent alors les caméras de surveillance de ce fameux distributeur et la piste est assez facile à suivre parce que il n'y a qu'une seule personne qui a retiré la somme exacte de 100 $ ce soir-là. Il s'agit de Timothy Scanlon. C'est un suspect qui correspond tout à fait à la description de l'agresseur. Il est effectivement blond, baraqué, et puis lorsqu'on présente une photo de lui à Jane Smith et à Christine Dumont, parmi évidemment plusieurs autres photos d'hommes, elles l'identifient toutes les deux formellement. Scanlon est arrêté pour les 2 agressions et bien qu'il nie les accusations, il est placé en détention provisoire. Sauf que l'histoire ne s'arrête malheureusement pas là, et non, je pense que vous le savez très bien maintenant, le délai entre une arrestation et un jugement, il peut être parfois très long, ce qui fait qu'on se retrouve un petit peu plus d'1 an plus tard, on est le 3 mai 2004. Christine Dumont, elle est attendue pour venir témoigner contre son agresseur dans un tribunal, mais elle ne se présente pas et c'est là que sa sœur signale son étrange disparition. Et puis le 4 juillet 2004, donc environ 2 mois plus tard encore, il y a un homme qui se présente au poste pour signaler la disparition de sa petite amie, une dénommée Stacy Goulet, 24 ans. Au départ, cet homme, il est un petit peu gêné, il essaye d'esquiver certaines questions des policiers, mais il finit par dire aux enquêteurs que Stacy, elle est elle aussi une travailleuse du sexe. Donc là, en gros, ça veut dire que on sait qu'il y a effectivement Timothy Scanlon qui a agressé 2 prostituées, mais on a aussi visiblement un autre individu qui a fait disparaître 3 prostituées, dont l'une se trouve être, par vraiment en fait un affreux hasard, une des victimes de Scanlon. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas ce dernier qui est à l'origine de sa disparition, puisque lui, il est en détention provisoire à ce moment-là, il est incarcéré. Donc ça ne peut pas être lui, j'espère vraiment que vous arrivez à suivre ce que je veux dire, c'est pas évident. Quelle déduction en font les enquêteurs? Ils se disent, il y a 2 dossiers qui viennent de se télescoper, mais en tout cas ce qui est sûr pour eux c'est que les 3 affaires de disparition, donc celle de Audrey Harris en 2003, puis Christine Dumont et Stacy Goulet en 2004, elles seraient liées. Et donc, on cherche autant qu'on peut des éléments, des témoignages, des suspects. On va même jusqu'à infiltrer, entre guillemets, une policière et la faire passer pour une travailleuse du sexe pour éventuellement voir si jamais elle est approchée par un individu bizarre. Mais l'enquête piétine complètement jusqu'à un nouveau tournant. Le 11 juillet 2004, la police de Woonsocket reçoit un appel anonyme d'un homme qui leur dit « Vous devriez aller parler à Jocelyn Martel ». Et puis, ça raccroche. Alors, Jocelyn Martel, il se trouve que c'est elle aussi une prostituée, c'est une femme qui a 27 ans et qui a malheureusement eu pas mal de problèmes de drogue dure. Et donc, elle se trouve à ce moment-là, à cause de ces problèmes de drogue, en détention provisoire dans une prison dans l'attente d'être jugée. Les flics partent donc rendre visite à Jocelyn au parloir et ils ont très bien fait parce que effectivement ils vont apprendre des choses qui sont très intéressantes. Jocelyn Martel leur raconte que un petit peu avant son arrestation, elle a eu un client qui l'a agressée. Pourtant, elle dit qu'au début, il a vraiment été très gentil, très calme, il était poli, il l'a emmené chez lui. Mais dès que la porte d'entrée s'est refermée derrière eux, il a complètement changé de comportement, il lui a sauté dessus et il a tenté de l'étrangler. Jocelyn s'est débattue avec force et elle a eu vraiment un super réflexe. Ça a été celui en fait de lui enfoncer ses pouces dans les yeux plutôt que, vous savez, d'essayer de défaire l'emprise de son agresseur sur son cou. Et ça a fonctionné, donc ça lui a permis en fait que l'homme s'écarte et elle a pu profiter de ces quelques instants de battement pour s'enfuir de la maison.
Et cette maison, justement, Jocelyne, elle s'en rappelle assez bien. Elle va donner une adresse tout à fait précise, un peu approximative, mais si elle n'a pas forcément le numéro pile de la maison, en tout cas, elle donne la rue, à peu près où dans la rue, et puis elle décrit aussi que c'est une grosse maison blanche avec des volets verts divisés en plusieurs appartements. Avec toutes ces indications-là, c'est très facile pour la police d'identifier le bâtiment en question. Et très vite, ils se rendent compte que parmi les 4 appartements qu'il y a dans cette grosse maison, seul un est occupé, tous les autres sont vacants. Le gars qui habite dans cet appartement, il s'appelle Jeffrey Melhott, il a 33 ans. Tous les gens qui le connaissent disent que c'est un mec gentil, poli, il a jamais eu d'histoire avec qui que ce soit, il est pas complètement isolé, rejeté, c'est pas un loser, mais bon, après tout, ça veut rien dire ces choses-là. Les enquêteurs se renseignent un petit peu plus sur lui, ils voient qu'il a un travail de machiniste mécanicien, il a aucun casier judiciaire, il a même jamais eu d'amende pour excès de vitesse ou quoi, enfin vraiment il est totalement clean, donc ça colle pas trop avec le profil auquel on s'attend. Comme vous le savez, en général, une personne ne se met pas à enlever des gens du jour au lendemain sans antécédent de violence. Le 16 juillet 2004, la police arrête Jeffrey Melhott à son domicile et l'emmène en interrogatoire. Très vite, on lui demande s'il a déjà eu des relations sexuelles avec des prostituées. Il commence par dire non. Puis il finit par reconnaître que, ok, c'est déjà arrivé. Soit. Et puis les enquêteurs sortent des photos des 3 femmes disparues, Audrey Harris, Christine Dumont et Stacy Goulet, et ils demandent à Melhott s'il les connaît. Et là, sa réponse, elle est super bizarre parce qu'il leur dit « Non, je les connais pas. Je ne les ai pas tués. Mais je sais que c'est ce que vous allez essayer de me faire dire. » À partir de là, les enquêteurs savent que Melhott vient de se tirer une balle dans le pied parce que personne n'a jamais dit qu'elles avaient été tuées. D'ailleurs, eux, les enquêteurs, ils en savent rien. Hein. Pour l'instant, ce sont uniquement des personnes portées disparues. Évidemment, il faut remarquer à Jeffrey Melhott l'étrangeté de sa réaction. Et là, ils vont pouvoir s'engouffrer dans la brèche, ce qui va conduire le suspect à assez rapidement passer aux aveux. Qu'est-ce qui s'est passé, Jeff? Les choses ont dérapé? La situation est-elle devenue hors de contrôle? Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les choses sont allées trop loin. Melhott, il explique qu'effectivement, il a reçu ces 3 prostituées chez lui et qu'effectivement, il les a tuées. Il commence par raconter le premier meurtre, celui d'Audrey Harris en février 2003. Il dit qu'il l'a ramenée chez lui et que dès qu'elle est entrée et qu'il a fermé la porte derrière lui, il a eu comme une pulsion qui l'a poussé à se jeter sur elle et à l'étrangler à main nue. Et en fait, il est totalement incapable d'expliquer pourquoi il a fait ça. Ça semble lui être venu soudainement, comme si c'était quelque chose qu'il avait absolument pas du tout prémédité et qu'il n'avait pas non plus réussi à réfréner. Je pense qu'il vaut mieux que je commence à vous faire le portrait de Jeffrey Melhott maintenant, avant de vous expliquer ce qu'il a fait à Audrey Harris en 2003. En fait, ce qui fait la particularité de Jeffrey Melhott, c'est que c'était un homme ordinaire, banal, un petit peu transparent. Pas méchant, hein, au contraire, un petit peu geek sur les bords, mais poli, sympa, juste vraiment pas mémorable quoi. Il est né le 9 novembre 1970 et enfant, il a grandi à Lincoln, dans une petite ville située entre Providence et Woonsocket, avant que sa famille ne déménage légèrement plus au nord au moment du lycée. Jeffrey est un jeune homme timide. Dans son yearbook, on ne trouve que son nom, accompagnant un encadré où normalement, vous savez, il devrait y avoir une photo de lui. Mais dans son cas, seule la mention « Camera Shy » figure. Il n'y a pas d'éléments de mauvais traitement dans son enfance, de gros traumatismes, mais on note quand même que son parcours n'a pas été facile non plus. Lorsqu'il avait 9 ans, les parents de Jeffrey se sont séparés, et puis lorsqu'il avait 17 ans, sa mère est décédée d'un cancer des poumons. Il perd donc sa maman très tôt, et malheureusement, 5 ans plus tard, c'est son père qui décède lui aussi de la même maladie. Donc Jeffrey se retrouve orphelin très jeune, à seulement 22 ans. Tout ça fait que Melhott se retrouve très vite seul. Et là, sa sœur, c'est vrai, avec qui il est en bon terme visiblement, mais ça s'arrête un peu là. Il a des connaissances, il y a des gens avec qui il boit parfois quelques verres, mais ça va pas plus loin. Son quotidien durant sa vingtaine, c'est principalement travailler comme mécanicien dans une usine de matériel technologique, de sortir le week-end dans les bars de karaoké
et de faire du sport. On pense que ces activités, il les pratique justement dans l'espoir plus ou moins inconscient d'être moins transparent, qu'on le remarque un petit peu plus. Il se passionne pour les grosses motos par exemple et il se met à porter, vous savez, des énormes blousons Harley Davidson. Il regarde des matchs de lutte et pour ressembler à ses sportifs préférés, il prend beaucoup de masse musculaire. Au karaoké, il chante pas des petits airs mélodieux, non, lui il crie, il se défoule sur des musiques de hard rock. On a l'impression qu'il essaye un petit peu de remplir autant qu'il le peut l'espace et de s'intégrer à différents groupes, mais sa personnalité fade l'empêche malheureusement de sortir du lot et peu de gens s'intéressent à lui. Et puis il faut dire que Jeffrey Melhott, il arrange pas les choses non plus parce que quand il invite quelques potes chez lui, ils sont tous mal à l'aise tellement Jeffrey est un maniaque du rangement. Tout chez lui, en tout cas dans le salon et dans toutes les pièces où il reçoit, est vraiment rangé au millimètre. Il a une collection de CD et de DVD qui est disposée très minutieusement dans un ordre précis et si jamais quelqu'un touche ou déplace quelque chose, Jeffrey bondit un peu de sa chaise et on sent qu'il est très tendu, qu'il est mal à l'aise. C'est pas qu'il est agressif visiblement, mais ça se voit qu'il a juste envie d'aller arracher l'objet des mains à la personne qui l'a pris pour aller le ranger et franchement ça fait fuir tout le monde. En fait, certains de ses proches pensent même que c'était un vrai trouble obsessionnel compulsif parce qu'ils avaient remarqué qu'il y avait certains comportements qui étaient vraiment très répétitifs, du genre vérifier 10 fois par jour que les tickets de caisse à l'intérieur de son porte-monnaie étaient tous bien dans le même sens. Donc ça c'est vraiment une compulsion. C'est quand la personne va être obligée de faire un acte à plusieurs reprises de suite ou dans la journée, sinon ça la bloque totalement et ça la paralyse et ça bloque son quotidien. Donc comme vous le voyez, c'est souvent des choses qui peuvent paraître assez insignifiantes pour l'entourage, mais c'est comme ça, c'est vraiment irrépressible pour la personne qui a ces TOC. Et comme je vous disais, c'est un trouble qui peut devenir handicapant et gênant à cause déjà des retards que ça occasionne et puis aussi à cause du regard des autres que ça engendre. Et du coup ça isole, ça entretient de l'anxiété qui elle-même est à l'origine de ce trouble en fait. Bon bref, on a compris, Jeffrey Melhott c'est pas un type hyper sociable et populaire, mais pour autant, comme je vous le disais, c'est pas non plus un gars violent. Quand il arrive à ses 33 ans et qu'il étrangle Audrey Harris, il n'a jamais été arrêté par la police pour quoi que ce soit. Ça, c'est une des particularités de Melhott, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est un cas assez classique de tueur en série, mais avec quand même ces petites touches d'originalité, et ça, vraiment c'en est une. Alors on va revenir à la scène que j'ai commencé à vous décrire tout à l'heure lorsque Audrey Harris entre chez Melhott et qu'il referme la porte derrière elle. Voici ce qu'il raconte aux enquêteurs. J'avais pour intention d'avoir une relation sexuelle avec elle. Quelque chose de normal. Elle s'est déshabillée, je me suis déshabillée. Je suis allée chercher de l'argent, elle s'est tournée et c'est là que je me suis mis derrière elle et que j'ai commencé à l'étrangler. Elle donnait des coups, griffait, tentait de s'enfuir. Mais ensuite, elle n'a plus eu de souffle et elle a arrêté de se débattre. Alors je l'ai relâchée. Ses yeux étaient grands ouverts, mais ils ne regardaient rien. J'ai compris qu'elle était en train de mourir. Alors j'ai pris un oreiller et je l'ai étouffée. Je ne voulais pas le faire, mais quand j'ai réalisé ce qui se passait, j'ai eu peur. Je devais terminer ce que j'avais commencé. Et puis je suis restée sonnée pendant plusieurs minutes. J'ai fini par traîner son corps dans la salle de bain et je suis allée me coucher. Le lendemain matin, j'avais tout oublié. C'est en allant aux toilettes que je suis tombée sur son corps dans la baignoire. Les flashs de la veille sont remontés. J'ai appelé mon patron pour lui dire que j'étais malade et que je ne viendrais pas au travail ce jour-là. Puis j'ai roulé son corps dans un tapis et je l'ai chargé à l'arrière de mon pick-up. J'ai roulé un peu partout en ville, à la recherche d'un endroit pour décharger le corps, mais au bout d'un moment, j'ai réalisé que c'était trop dangereux. Quelqu'un pourrait me voir. Alors je suis rentrée à la maison. Jeffrey Melhott va cohabiter avec le cadavre de sa victime pendant les 2 jours suivants, tant il ne sait pas comment s'en débarrasser. Et finalement, la solution, c'est la télévision qui va la lui donner. Il retombe par hasard sur un épisode de la série Les Sopranos où un corps est démembré. Ni une ni deux, Jeffrey Melhott part acheter une scie à bois dans une quincaillerie, puis il s'attelle à la tâche. Le corps d'Audrey Harris est minutieusement découpé en morceaux dans la baignoire, puis il place tous ces morceaux-là dans plusieurs sacs poubelles qu'il décide d'aller jeter dans différentes bennes sur des parkings un petit peu partout dans la ville.
Il se dit, à juste titre, visiblement, que des petits sacs poubelles n'attireront pas forcément l'attention. Plus d'une année passe et Melhot n'est jamais inquiété pour ce qu'il a fait. Alors, le 23 avril 2004, il passe à nouveau à l'acte. Exactement de la même manière qu'il s'est attaqué à Harris, il s'en prend cette fois-ci à Christine Dumont, cette femme qui avait déjà été agressée précédemment par Timothy Scanlon. Cette pauvre femme qui avait échappé à la mort à 2 reprises, d'ailleurs, puisque d'abord elle avait été percutée par un train, puis ensuite en se faisant tabasser par un client, et qui était à ce moment-là dans l'attente du procès de son agresseur, et ben elle finira étranglée, démembrée, puis dispersée aux 4 coins de la ville par une seconde très mauvaise rencontre. C'est absolument tragique. Le mode opératoire, il est très similaire entre les 2 meurtres et c'est facile à expliquer. Melhot, il a constaté qu'il s'est pas fait attraper la première fois. Donc, la déduction logique, c'est que en refaisant tout pareil, eh ben il ne sera pas suspecté à nouveau. Et vous savez quoi? Bah il a raison, ça fonctionne. Donc il prend la confiance. Et c'est pour ça qu'il tue Stacy Goulet après seulement 2 mois de latence et qu'encore une fois, le mode opératoire est strictement le même. Étranglement à main nue, démembrement et puis dispersion des sacs poubelles. Par contre, je vous avoue que je sais pas exactement quand se situe l'agression de Jocelyne Martel. Est-ce que c'est entre le premier et le deuxième ou entre le deuxième et le troisième meurtre? J'ai pas réussi à trouver cette information. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que les policiers ils ont retrouvé encore une autre femme qui a tenu à rester anonyme, mais qui comme Jocelyne a été agressée et étranglée par Jeffrey Melhot, mais qui elle aussi a réussi à s'enfuir de chez lui. Donc ça fait qu'on a 3 accusations de meurtre et 2 accusations de tentative de meurtre. Mais le souci, c'est que des aveux, ça vaut pas grand chose dans un tribunal. Ce qu'il faudrait, idéalement, c'est du concret. C'est des affaires appartenant aux 3 femmes disparues qu'on retrouverait dans l'appartement de Melhot. Ce serait des traces de sang dans sa salle de bain. Et le mieux, bien sûr, ce serait de pouvoir retrouver les corps. Alors il y a une perquisition qui est faite au domicile du suspect, la police et la police scientifique qui intervient. La salle de bain, elle est d'apparence très propre, mais une fois aspergée de luminol, vous savez cette substance qui va réagir au contact du sang même s'il a été nettoyé, il est évident qu'il y a eu des grandes quantités de sang partout sur les murs et dans la baignoire. Des prélèvements sont immédiatement faits et sans surprise, ils reviendront plus tard positifs aux correspondances avec les victimes. Par ailleurs, on note aussi des traces évidentes de scie sur le rebord de la baignoire, ce qui tend à confirmer la version qui a été donnée par Melhot en interrogatoire. Et puis au final, la salle de bain elle est presque entièrement démontée. On va retirer des morceaux de canalisation, les vases, les toilettes, puisque Melhot il a aussi dit qu'il s'était débarrassé de certains organes en les jetant dedans. On va faire des analyses de tout ça. Alors, fait intéressant, quand on retire les canalisations sous les toilettes, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Une colonie gigantesque de vers. Alors, les enquêteurs se disent immédiatement, comme vous, je pense, derrière votre écran, premièrement que c'est dégueulasse, mais deuxièmement que c'est à cause des morceaux de cadavres qui sont passés dedans. Et bah figurez-vous que non. Visiblement, selon la police scientifique, c'est même pas ça qui les avait attirés, mais le régime hyper protéiné que prenait Jeffrey Melhot pour gagner du muscle et qui se retrouvait du coup dans ce qu'il chiait. Voilà donc pour la petite anecdote. Alors à tous ceux qui abusent de milkshake protéinés, sachez que ça entretient peut-être une colonie de vers dans vos canalisations. Je dis ça, je dis rien. Bref, et pour continuer sur la lancée des trucs bien gore, il faut aussi parler de la recherche des corps. Alors ça a duré une dizaine de jours, en plein mois de juillet, pendant une canicule, dans une décharge géante. Il y a littéralement une vingtaine de personnes qui ont passé 10 jours à fouiller des montagnes de détritus sous la chaleur écrasante, avec l'odeur que vous pouvez imaginer, et qui en plus avaient pour super mission d'ouvrir des sacs poubelles pour tenter d'y retrouver des restes humains.
Alors pendant cette recherche, on a fini par retrouver certains sacs qui contenaient les restes de Stacy Goulet, la toute dernière victime de Mel Hutt. Et c'est ainsi qu'on a découvert que elle était enceinte de quelques semaines ou mois lorsqu'elle a été assassinée. Malheureusement, on n'a jamais pu retrouver les corps d'Audrey Harris et de Christine Dumont. Je pense que c'était parce que c'était trop ancien, malheureusement, et que du coup, les restes étaient juste trop ensevelis dans la décharge déjà. Avec tous ces éléments, il ne faisait vraiment plus aucun doute que Jeffrey Mel Hutt serait reconnu coupable lors d'un procès. Et il a d'ailleurs lui-même décidé de plaider coupable pour les 3 chefs d'inculpation de meurtre et aussi les 2 tentatives de meurtre. Il a donc été immédiatement condamné à la prison à perpétuité avec tout de même une possibilité de libération conditionnelle à partir de 2047, ce qui veut dire que il n'obtiendra de potentielle liberté pas avant d'avoir 77 ans puisque il en avait 33 quand il a été arrêté. Donc il aura vraiment passé une grande partie de sa vie derrière les barreaux et c'est même pas dit qu'il soit libéré. L'avocat de Mel Hutt, il a assuré lors de son procès que le meurtrier, son client, était plein de remords, ce qui n'a pas empêché les familles des 3 victimes et Jocelyn Martel, qui était toute présente, de dire tout le mal et toute la rancœur qu'elles ont envers lui. Il faut vraiment s'imaginer combien c'est traumatique pour les proches des victimes de savoir le traitement qui a été réservé en fait à une personne qu'elles aimaient. Au-delà du fait que ce sont des meurtres, il y a eu un démembrement, il y a le fait symbolique qu'ils ont été jetés comme des déchets, le fait qu'on n'a même pas pu retrouver les corps de 2 d'entre elles, donc pas possibilité de les enterrer, enfin c'est absolument abominable pour ces gens, vraiment profondément. Voilà donc en gros pour l'histoire de Jeffrey Mel Hutt. Alors j'aimerais refaire un petit point avec vous sur sa personnalité et peut-être les mobiles du crime. Alors vous avez vu, c'est intéressant parce que par bien des égards, Mel Hutt il va représenter le tueur en série classique, c'est-à-dire que c'est un homme blanc d'une 30aine d'années, avec un métier de la classe moyenne voire basse. Il vit seul, il est un petit peu en marge mais sans pour autant non plus que ça alerte trop ses connaissances et ses voisins. Il a une intelligence qui est tout à fait normale et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Il a vécu des traumatismes dans le passé, etc. Mais moi je voulais aussi souligner du coup les petites spécificités de ce cas. D'abord, on n'a pas vraiment, comme je vous l'ai dit, vu de gradation dans la violence comme on en voit en général. Vous le savez, je vous le dis très souvent quand même, on se lève pas du jour au lendemain, un matin comme ça en étant un tueur. Lui c'était un peu, c'est une exception visiblement. Il y a apparemment pas d'antécédent de violence. Alors les enquêteurs semblent assez certains qu'il n'y a pas eu plus de victimes de meurtre. Et après pour ce qui est des agressions, c'est possible qu'il y en ait eu un peu plus, mais c'est difficile à déterminer. Et puis je tiens à insister sur le fait que si 2 femmes ont survécu aux attaques, c'est vraiment parce que elles se sont débattues et qu'elles ont réussi à s'échapper, mais en vrai, la volonté de Mel Hutt, c'était de toute évidence de les tuer, c'était pas juste des agressions. Donc on n'a vraiment pas ce qu'on voit d'habitude, vous savez, ces étapes qui vont amener normalement toujours un petit peu plus loin dans la brutalité, vraiment au meurtre. Et puis il semblerait, de ce que a déclaré Mel Hutt en tout cas, que le mobile ne soit pas sexuel. Et ça c'est quand même assez surprenant, déjà parce que, pour un tueur en série en général, mais en plus, pour un tueur en série qui s'en prend à des travailleuses du sexe, on pourrait vraiment s'attendre dans ce dossier à voir des actes d'agression sexuelle, de viol, soit avant l'assassinat, soit en post-mortem. Mais là, étonnamment, c'est pas le cas. Et en fait, le vrai mobile, Mel Hutt, il l'explique quand il dit que la décharge pulsionnelle qu'il reçoit, c'est quand il entend sa porte d'entrée se refermer, claquer derrière une victime. C'est vraiment ça en fait qui l'émoustillait. C'était ce sentiment que son piège venait de se refermer sur sa proie et qu'à partir de là, il est à sa merci, qu'il est désormais le détenteur du pouvoir de vie ou de mort. C'est purement un désir de domination ultime, c'est se dire « je peux enlever la vie de quelqu'un ». Alors évidemment, c'est compliqué de pas faire un lien avec une potentielle faille narcissique. On en a tous, des petites failles narcissiques évidemment, mais je pense que chez Jeffrey Mel Hutt,
Elles étaient particulièrement importantes, je saurais pas dire pourquoi exactement, mais je vous l'ai déjà dit, hein, ils voulaient exister peut-être pas aux yeux du monde, je suis pas sûre honnêtement qu'ils faisaient ça en espérant être démasqués et devenir célèbres, mais peut-être plus pour, je dirais, se sentir une place et une importance dans l'univers, comme si, en gros, ça lui permet de se dire, bah ça y est, je suis plus inutile, mon existence, elle a un impact sur le monde, même si c'est en mal, hein, finalement, tant pis dans sa tête. Et je crois que s'il a choisi de tuer des prostituées, c'est plutôt parce qu'il les considérait pas vraiment comme des êtres humains, plutôt comme des sous-êtres en fait, mais aussi j'imagine que c'est parce que c'est des victimes assez faciles, on peut les faire venir chez soi, parfois ils ont pas vraiment de famille, la police ne mettra pas forcément autant d'efforts pour les rechercher. Donc voilà, je pense que c'est une sorte de choix à la fois sexiste et pragmatique de sa part. Et puis c'est intéressant aussi parce que souvent on a vu des tueurs en série auxquels on peut vraiment se dire là il y a des tendances psychopathiques. Et autant là, honnêtement, je pense pas que ce soit un terme qui convienne vraiment à Mel Holt. Alors c'est certes il y a quand même, il fait des choses absolument ignobles, hein, j'enlève pas ça. Il y a un manque d'empathie très très clair aussi pour ses victimes. Mais au-delà de ça, on va pas vraiment retrouver le profil type du psychopathe. Et ce qui est drôle aussi, c'est que les policiers qui ont perquisitionné chez lui, ils ont déclaré que c'est un petit peu comme s'il y avait deux personnes distinctes qui vivaient chez lui. C'est-à-dire, il y avait vraiment des zones de son appartement qui étaient archi clean, comme je vous ai dit, qui étaient très très ordonnées, rangées au millimètre. Et par contre, il y avait d'autres choses qui collaient pas vraiment avec ça. Genre, il y avait des tapis et des serviettes dans la salle de bain qui étaient juste vraiment crades. La couverture sur le lit était vraiment trop petite, elle faisait pas la bonne taille. Donc c'est comme si l'attention qui était portée aux détails s'était concentrée vraiment sur certaines choses, mais pas partout. Alors j'ai trouvé ça intéressant. Je sais pas si on peut forcément en tirer une conclusion, mais je pense que ça montre quand même une forme de confusion mentale, comme un espèce d'équilibre qui ne parvenait pas à se faire. Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec cette histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous embrasse. N'oubliez pas d'aller voir les précommandes pour mon livre. Et puis, n'oubliez surtout pas, comme d'habitude, de rallumer vos lumières.